Pour passer de l'intention au comportement, une littérature importante fait l'hypothèse que les cognitions prédisent l'intention qui, à son tour, prédit le comportement. Cette idée s'accorde bien avec le schéma « je réfléchis, je me décide, puis j'agis ». Cette hypothèse se vérifie partiellement pour un certain nombre de comportements, mais elle doit être complétée si nous voulons maximiser nos chances d'adopter un comportement et sécuriser ce passage. En effet, il se pourrait que le comportement ne soit pas prédit uniquement par les cognitions, mais aussi par les comportements antérieurs de la personne. Par exemple, un adulte a plus de chances de manger sainement demain s'il mange sainement aujourd'hui. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le fait que les comportements passés peuvent prédire des cognitions qui vont à leur tour prédire des comportements dans le présent. Deux voies semblent possibles. D'abord, les comportements passés pourraient indirectement influencer les comportements futurs via une modification consciente des croyances. Par exemple, le fait de prendre un petit déjeuner complet peut conduire une personne à prendre conscience des bénéfices que cela lui a procurés et la motiver à recommencer le lendemain. Cette voie est probable dans le cas d'un comportement nouveau qui représente une expérience inhabituelle. Une seconde voie serait celle de l'habitude. Les comportements passés agiraient de façon plus automatique. La personne sait comment agir dans une situation sans qu'il y ait besoin de réfléchir ou de faire des efforts pour se décider. Cette façon de se comporter est davantage probable dans le cas des comportements fréquents, routiniers, qui n'offrent pas d'expérience nouvelle. Par exemple, cela fait tellement d'années que je prends le bus pour me rendre sur mon lieu de travail que même les jours où il fait agréable, je ne m'y rends pas à pied alors que le trajet ne prendrait que 20 minutes. Une autre manière pour davantage concrétiser le passage entre intention et comportement serait de prendre en considération un certain nombre de variables intermédiaires. Plusieurs auteurs soulignent le fait que le passage vers le comportement est plus fort quand le comportement à produire est davantage contrôlable objectivement ou subjectivement, quand le comportement est sous un contrôle habituel faible et qu'il se fait dans un contexte de support social. Par exemple, un parent qui demande à son enfant de se brosser les dents en sa présence tous les jours et au moins le soir avant d'aller se coucher, ce parent adopte une attitude qui réduit chez l'enfant l'écart entre intention et comportement. Or, malgré l'identification de ces variables intermédiaires, la plupart des individus reconnaissent également intuitivement que le changement est difficile et que des intentions initiales ne sont pas parfaitement transposables en un changement durable et de longue période. Il arrive fréquemment que les intentions ne sont pas parfaitement transposables en comportement ou que les intentions ne sont pas précisément déclarées en première place ou encore que les intentions changent, parfois tout de suite, juste avant la perspective d'une performance comportementale. Par exemple, juste avant de me rendre au restaurant, je peux avoir l'intention de ne pas prendre de dessert. Or, ce jour-là, sur la carte des desserts, en suggestion, il y a mon dessert préféré. Toujours dans le même ordre d'idées, la plupart des comportements protecteurs de santé incluent des inconvénients, ou en tout cas de l'inconfort et de l'embarras au moment de la performance. Ajouté à cela, il y a aussi le fait que beaucoup de comportements de santé ont peu de bénéfices immédiats. La majorité de ces bénéfices sont loin dans le temps. Or, la raison la plus convaincante pour laquelle les individus devraient réaliser les comportements de santé sont dans les intérêts à long terme, mais ils ont du mal à les réaliser. Le meilleur exemple est probablement celui de l'activité physique, où il faut pratiquer le comportement longtemps avant d'en avoir l'effet et où les bénéfices ne sont pas spécialement mesurables immédiatement. Pratiquer une activité physique régulière devrait me permettre de vivre mieux et plus longtemps. En fait, je n'en verrai le résultat que dans plusieurs années. Enfin,
Dans tout ce que nous venons de décrire, nous sommes partis de l'idée que la santé est un domaine de vie prioritaire pour la personne. Cependant, un objectif de santé peut ne pas être considéré comme saillant pour la personne. Ainsi, s'il y a un conflit potentiel entre l'objectif de santé comportementale, par exemple arrêter de fumer, et d'autres objectifs, par exemple ne pas prendre de poids, être détendu en soirée, alors la saillance est moindre. Et à l'inverse, la saillance peut être forte et favorable parce que l'objectif de santé comportementale peut faciliter d'autres objectifs. Par exemple, une jeune femme veut arrêter de fumer parce qu'elle envisage d'être enceinte. Elle peut aussi en profiter pour réduire sa consommation d'alcool, de sucre et avoir de bonnes nuits de sommeil. Comme vous pouvez le constater, le sujet est vaste. Et pour le compléter, nous allons nous tourner vers le professeur Elisabeth Spitz de l'Université de Lorraine pour parler de la place des buts dans les comportements de santé.